Donc bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Camille Brissot, je suis écrivain, j'ai publié mon premier roman en 2005, donc je pense que vous n'étiez pas nés, non? Vous n'étiez pas nés, personne n'était né, voilà. Donc voilà, je me sens très très bien maintenant, bon merci. Je suis là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de questions bêtes. En général, il faut un courageux pour la première, parce qu'il y en a un, incroyable. Ouais, vous avez bien fait de vous mettre devant. Ouais. On me pose cette question à chaque fois que je rencontre un lecteur et à chaque fois je galère sur la réponse parce qu'en fait on n'a pas l'inspiration va être un petit peu partout autour de soi. Ça peut être dans une discussion qu'on va avoir avec des proches où on entend par exemple une phrase ou une vanne qui est super bien. Là moi hop je l'enregistre comme ça et puis je la pique un petit peu. Plus tard la remettre dans un dialogue. Ça peut être aussi un prénom que j'entends et je me dis ah ça me ferait un super personnage et pareil je le note dans un petit coin de ma tête. Ça peut être un film, ça peut être un jeu vidéo si auquel je joue et je vais choper des petits éléments un peu partout comme ça de ces livres, ces romans, ces films que je vois ou que je lis. Et à un moment il va y avoir un petit moment un peu magique où il va y avoir deux idées qui s'assemblent. Je ne l'écris pas vraiment mais ça va me faire un petit début d'histoire. Et après par contre là il y a la partie bleue. Il y a une partie travail parce qu'il faut, à partir de ces morceaux d'histoire que je n'ai pas complètement, parfois je vais avoir le début, je vais avoir la fin, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe au milieu. Et là, du coup, il faut que je me pose un petit peu. C'est comme si j'avais un puzzle, vous voyez. J'ai la pièce du haut, j'ai la pièce du bas, mais je ne sais pas encore à quoi va ressembler le puzzle. Et donc là, j'ai réfléchi et je me pose des questions en fait, complètement. Je me dis, et s'il se passait ça, et si tel personnage réagissait de cette manière-là, et un petit peu de manière magique, tout va se mettre en place à la fin. Et ensuite, là, il y a le moment qui est moins cool. Celui où il faut se mettre avec. Parce que là, c'est du boulot, on ouvre son ordi et on doit s'y mettre. Et on sait qu'on en a pour parfois très très longtemps. Donc ça, c'est la partie moi que j'aime le moins, paradoxalement. Je suis écrivain, mais la partie écrivain. Donc j'ai écrit mon premier roman terminé. C'est le premier que j'ai réussi à finir. Je pense que j'avais à peu près mon âge. Donc j'étais en 6ème, je m'en souviens. Et je me dis que j'avais terminé un roman. Je ne sais pas que j'avais terminé un super roman. C'est pas le cas. J'avais lu à l'époque un livre que j'avais trouvé mais génial, qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux. Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai eu un coup au cœur. Vraiment, je me suis dit, mais j'ai envie d'écrire une histoire comme ça. J'avais déjà écrit auparavant des histoires, mais sans jamais arriver à les terminer. Mais là, quand j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, ça m'a vraiment fait quelque chose. Je me suis dit, je voulais écrire ça, et je voulais écrire ça en mieux. Vous imaginez que c'était un petit peu ambitieux, hein, voilà. Donc je l'ai fait, je suis avec ma passion de quelqu'un qui est encore très jeune. Et je me suis lancée dedans, j'ai passé je pense 1 an et j'ai écrit un manuscrit énorme, c'est le plus gros truc que j'ai écrit de ma vie je pense, je devais faire 600 pages. Et en fait c'était le Seigneur des Anneaux mais en nul, enfin, c'était la version voilà, pas terrible du tout quoi. Et donc j'ai terminé ce bouquin et je me suis aperçue que voilà, pour la première fois j'étais arrivée jusqu'au bout. Je me suis retrouvée avec cet énorme papier de page que j'avais imprimé sur l'imprimante en plus de chez mes parents et à l'époque ça imprimait très lentement. Je pense que j'avais dû attendre 2 heures comme ça, récupérer chaque page une par une des 600 pages. Et j'avais ce gros manuscrit et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je l'ai fait, je vais pas l'oublier quoi, je vais en faire quelque chose. Et là, je me suis dit je vais en faire un roman, je vais essayer de le faire publier. Et puis en plus forcément il est super donc ça va faire un succès. Donc là à ce moment-là j'ai fait lire en plus à mes 3 meilleurs amis de l'époque. Et tous l'ont adoré. Alors, deux hypothèses. Soit ils avaient de très très mauvais goût littéraire, ce qui n'est pas impossible, soit en fait ils voulaient juste pas me blesser en me disant que c'était pas génial. Ils m'ont tous vraiment conforté dans l'idée que c'était un bon texte. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la liste des 10 plus gros éditeurs de France, Gallimard, Flammarion, j'ai tout pris, et hop, je leur ai envoyé un exemplaire de mon manuscrit à chacun d'entre eux. Donc 2 mois c'est cool, toujours avec 3 mois, 4 mois. Je crois que j'ai reçu ma première lettre de réponse de l'éditeur à 6 mois. Et c'était une réponse qui faisait 2 lignes. Je voulais dire, malgré les qualités évidentes de votre manuscrit, il ne convient pas à notre ligne éditoriale. C'est poli, hein, mais ça veut dire qu'ils n'ont probablement pas lu, ou alors que normalement ça a lu pas peut-être 3 pages et hop, c'est passé à la tête. Il faut savoir que les éditeurs reçoivent beaucoup de manuscrits tous les jours, ils ne peuvent pas se permettre de tout lire si ça n'a pas de 3 pages. Donc je me suis dit, cet éditeur-là, il a rien compris, parce que ça faisait un chef-d'œuvre. Puis après, 2 mois plus tard, j'ai reçu une deuxième lettre, malgré les qualités évidentes, etc. Je me suis dit que lui non plus n'avait rien compris. Et après, avec la 3e, la 4e, la 5e lettre de refus, j'ai fini par me dire que c'était peut-être pas eux le critère, mais c'était peut-être moi. Ça m'a demandé un gros travail de remise en question. Et à ce moment-là, en fait, vu que ça avait pris beaucoup de temps, finalement, il y a presque 1 an et demi qui s'est passé entre le moment où je me suis posé cette question de savoir si mon manuscrit était bien et le moment où je l'avais terminé.
Donc je me suis dit, je vais le reprendre, je vais le relire. Je l'ai repris, je l'ai relu, et là j'ai été horrifiée. Parce qu'en fait, quand on est dans son manuscrit, quand on est dedans, quand on vient de le terminer, on a vécu avec pendant un moment. C'est comme avoir une petite histoire, on était avec le personnage, on ne peut pas avoir un avis neutre. Moi j'avais eu l'impression qu'il était chouette, et là, un an plus tard, en fait, quand il était sorti, je l'avais oublié, et je l'ai lu comme si c'était le roman de quelqu'un d'autre. Tout ça, vraiment, j'aurais pas voulu lire un tel roman. Donc j'ai été comme un petit peu horrifiée à ce moment-là, et je me suis dit, mais en plus, la honte d'avoir envoyé ça à des éditeurs, c'est sûr, s'ils ont une liste noire de personnes qui ne peuvent jamais lire de leur vie, je suis dessus en haut, quoi. Donc j'étais un peu gênée, mais je me suis dit, bon, bah qu'est-ce que je fais? Soit j'abandonne, mais en fait, je m'étais aperçue que j'aimais bien écrire quelque chose qui m'avait plu, quoi. Je n'étais pas forcée pour juste le premier. Alors je me suis dit que j'allais faire une deuxième tentative, que cette fois je ne tenterais pas d'écrire un roman qui serait en fait un plagiat, une copie d'un autre roman que j'avais aimé, qui serait pas aussi un bouquin de 700 pages qui n'était que le tome 1, en plus j'en avais pris 2 autres après, mais qui serait pas aussi gros parce que c'était trop compliqué pour moi à gérer toute cette histoire, toutes ces pages, j'en avais trop pour moi et j'étais pas encore assez expérimentée. Donc je me suis dit je vais m'écrire une petite histoire qui sera en fait un roman tel que j'aurais aimé lire à 2 ou 3 ans de moins que ce que j'avais à cette époque-là. Je me suis lancée dedans. À ce moment-là, j'avais une autre passion, j'ai eu beaucoup de passion. C'était les Chevaliers de la Table ronde. Vous connaissez? C'est la légende du roi Arthur, enfin les chevaliers un petit peu du Moyen-Âge. J'adorais cette idée, du coup, je suis partie. Je suis pas mal aussi. Et vous savez, c'est Excalibur, l'épée qui font sortir de la pierre. Et du coup, en fait, j'ai écrit une histoire, un conte médiéval, c'est presque un conte de fées qui s'est passé au Moyen-Âge, avec les héros, c'était 2 jumeaux. Et ils avaient une particularité, c'est que la fille était chevalière et le garçon, c'était un poète sensible qui n'aimait pas la violence. Parce que ce qui m'énervait dans les romans que je lisais beaucoup de romans fantastiques et des romans sociaux. Et à chaque fois, en fait, ce qui me frustrait beaucoup, c'était le rôle des personnages féminins. Dans tous les romans que je lisais, c'était vraiment des pots de feu. Elles étaient là pour faire joli et elles n'avaient pas vraiment le rôle à part d'être sauvées ou d'être protégées par le héros. C'est typiquement, vous voyez, la princesse qui attend dans son donjon que le prince vienne la sauver. Moi je me dis mais pourquoi elle ne se sort pas de là toute seule cette princesse? Pourquoi elle attend pour venir? Donc je me suis dit dans mon premier roman, plus je vais m'amuser, je vais changer. Comme ça les clichés sur les personnages. Mon héroïne elle sera un petit peu battante, elle sera un peu guerrière et un peu brutale. Et son frère ce sera l'inverse. Et donc voilà comment je suis arrivée, non pas à devenir écrivain, mais à publier mon premier roman. C'était un peu par hasard au début. J'ai rencontré les bonnes personnes en cours de route. J'ai rencontré cet écrivain très beau qui m'a vraiment inspirée. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien ça, écrire. J'ai continué à en écrire. Et au bout d'un moment, quand tu écris, ce qui est pratique avec les méthodes d'écrivain, c'est que tu n'as pas à faire d'études ou quoi que ce soit, tu as juste besoin d'écrire. Et c'est comme ça que je suis devenue écrivain. C'est un peu bizarre pour moi parce que du coup, je l'ai écrit, j'avais 16 ans. Et je ne veux pas le relire, on me demande parfois si je relis mes bouquins, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà écrit par exemple quand ils étaient plus jeunes un journal intime des histoires. Non, vous avez jamais écrit et vous êtes déjà relu. C'est terrible, non? On a honte parfois de ce qu'on a écrit. Bah, moi c'est pareil, du coup je ne le relis pas et là il me plaît bien parce que c'est mon premier. Et voilà, j'ai envie que c'est une œuvre que je connais. Moi, conseil numéro 1, et je vous en ai parlé très rapidement, mais c'est être patient. Quelque chose qui n'est pas idée. Moi je ne suis pas quelqu'un de patient. J'aimerais bien quand par exemple j'envoie un roman à lire à un éditeur qui me répond le lendemain du jour. Ça n'arrive pas et du coup on doit vraiment apprendre à attendre tout le temps. Apprendre à laisser ça en suspens dans un moment, l'avoir dans un petit coin de la tête parce qu'on y pense tout le temps. On y pense tout le temps mais voilà, il faut savoir que ça va pas qu'il ne va pas se transformer en roman sur les tables des libraires en 2 jours. Il faut être patient parce que du coup, il faut être patient avec soi-même. On a en général une très belle histoire dans la tête. Déjà, elle n'a jamais la même tête quand on arrive à l'écrire, elle n'est jamais aussi géniale que ce qu'on avait réfléchi au début. Donc il faut être patient pour se dire, bah ouais, ça va prendre un peu de temps de retravailler, d'écrire, de le retravailler, ça va prendre du temps après de travailler avec l'éditeur. Et puis une fois même qu'il est en librairie, ça va prendre du temps avant que les gens le lisent et que je sache ce qu'ils en pensent. Le deuxième aussi, tu le comprendras facilement par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de vous trouver un bon lecteur. C'est hyper important parce que surtout au début, on n'est pas capable d'évaluer soi-même son travail. On ne peut pas savoir là où on peut progresser ou pas. Donc trouvez-vous un bon lecteur. Et quand je dis bon lecteur, c'est quelqu'un en fait qui sera tout simplement honnête avec vous. Il vous dira que par moment il s'est ennuyé, il vous dira qu'il trouve que là ça mériterait d'être fouillé, qu'il n'a pas compris ceci. Il sera honnête en fait et il vous donnera des pistes d'amélioration. Donc ça peut être un ami, ça peut être un prof, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être aussi sur internet. Maintenant il y a des groupes de jeunes écrivains qui se réunissent sur internet. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle Cocyclique. Et ça je vous le conseille vraiment,
c'est des écrivains qui ont développé une méthode en fait, ils se soumettent leur version de roman et ils les détaillisent les uns avec les autres et ils font plusieurs jets jusqu'à se dire ça y est, il est bon, il est publiable et après pouvoir le soumettre à des éditeurs. Et ça c'est vraiment une méthode qui fonctionne. Ils sont au moins 10 ou 15 à avoir été publiés à la suite de cette équipe. Et c'est des gens sérieux. C'est vrai, en fait, du coup, tu vas lire, tu vas aider d'autres auteurs à progresser, ces autres auteurs t'aident aussi. C'est une bonne méthode de vie. Et ensuite, troisième conseil, ça c'est un conseil qui est très personnel parce que d'autres auteurs n'ont pas la même approche que moi, c'est que pour bien écrire, pour moi, il faut une chose, c'est lire. Je ne comprends pas mes collègues auteurs qui disent ah non, mais j'ai écrit tout le temps. Parce que pour moi, c'est justement le moyen de se motiver, c'est le moyen de progresser dans sa propre écriture. J'ai jamais aussi eu envie d'écrire que quand j'ai lu un bouquin qui m'a mis une claque et je me suis dit oh, mais ça c'est ce que j'aurais dû écrire et que je ne pourrais jamais. Parce qu'il y a un moment on est déprimé, on se dit mince c'est tellement beau, c'est ce que j'aurais voulu faire et je n'y arriverai pas. Et en même temps ça nous donne un petit coup de pied aux fesses aussi pour bosser, pour avancer. Et du coup c'est hyper intéressant, ça permet aussi de voir ce qu'on aime, de voir ce qu'on n'aime pas, de voir des univers aussi un petit peu intéressants, des styles d'écriture, de progresser en dialogue par exemple qui est important. Donc ça c'est vraiment important, bien vu, il y a des fêtes foraines dans presque tous les romans. Il y a une fête foraine là, il y a carrément la grande ville. Là, ici, il y a une fête foraine. Alors, c'est pas évident sur la couverture, non, mais même si on voit le funambule, qui marche sur un fil. En fait, c'est carrément un cirque aérien. C'est plein de ballons qui font un cirque et qui se déplacent dans le monde comme ça. Qui s'appelle l'aérocircus. C'est fête foraine et cirque. Hein, j'aime bien mélanger les deux. Hop. Bah, celui-là aussi, hein, il y a un chapiteau, donc vous pensez bien qu'il y a un cirque derrière. Dans la peau de Sam qu'on n'a pas ici, mais ça se passe. Il y a un petit roman qui s'appelle Dans la peau de Sam. Il y avait quelqu'un qui l'avait lu Dans la peau de Sam. Dans la peau de Sam, en fait, ça se passe dans une. Je vais t'emprunter. Ça va très bien, je vais pouvoir. Voilà, magnifique. Je vais pouvoir vous expliquer. En fait, dans la peau de Sam, ça se passe dans une fête foraine du futur, donc avec des attractions futuristes. Et en fait, ces deux personnages-là, alors ils sont très bien dessinés, vous voyez, ça c'est l'héroïne, elle s'appelle Charlie, elle est très jolie, très à la mode, très populaire. Et ça c'est le deuxième héros qui s'appelle Sam, et qui est tout l'inverse. La première fois que je l'ai vu sur la couverture, je me suis dit, mon Dieu qu'il est moche. Et j'en ai voulu à l'illustrateur, et puis je me suis rappelé que c'est moi qui l'avais écrit comme ça, et que c'était donc fait exprès. Donc c'était une couverture réaliste. Et en fait, ces deux personnages sont dans la même classe, mais ils se parlent jamais, ils se connaissent pas particulièrement. Et un jour, ils vont à la fête foraine du futur, et ils font l'erreur de leur vie. Ils rentrent dans une attraction où il y avait écrit défense d'entrée parce qu'elle n'est pas réglée. Et c'est une attraction qui échange les corps. Donc ils se retrouvent l'un dans le corps de l'autre et ils ont 48 heures pour trouver la solution de façon. Sinon ils restent coincés l'un dans l'autre pour trouver leur vie. L'idée du changement de corps, c'est une idée très classique dans la science-fiction. Et l'idée c'était de l'amener là comme ça dans un roman pour jeunesse, pour les. Voilà. Donc il y a encore une partie de fête foraine. Et je crois que je me suis dit que j'allais vraiment essayer d'en mettre partout. Mais si, mais il y a une foire avec un monstre d'ours. Il y a une foire médiévale dedans avec un monstre d'ours. Et c'est d'ailleurs une des plus grosses bêtises que j'ai jamais écrites. Parce que quand j'ai écrit. Ça va ? Ouais. Quand j'ai écrit ma première version de cette foire, en fait les héros du coup arrivent sur la foire et se retrouvent face à un homme qui fait faire des tours à un ours. Et je voulais que l'ours soit grand. Et comme c'est au Moyen-Âge, à l'époque, il ne mesurait pas en mètres. L'ours ne fait pas 2 mètres de haut. Donc j'avais voulu écrire comme au Moyen-Âge, j'avais écrit l'ours mesure 35 pieds de haut. J'avais mis un chiffre un peu au pire. Et en fait, mon éditrice m'avait fait la remarque après que si on convertissait ça en mètres, il faisait 120 mètres de haut. Donc j'avais fait un très très mauvais calcul. Mais du coup, il y avait déjà un ancêtre de fête foraine. Il y en a à peu près partout. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'adore le cirque de fête foraine. Alors, je n'y vais jamais. En fait, j'aime bien l'idée, parce que moi-même un peu d'attraction, et j'aime bien l'idée de ce divertissement qui est un peu passé de mode. Je trouve qu'ils ont un côté un peu à la fois merveilleux et miteux. Vous voyez, les attractions un peu roulées, des choses comme ça. Et je sais pas, je trouve que cette atmosphère m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'essaie d'en mettre un peu, même si c'est un tout petit peu, même si c'est un peu une histoire, un petit passage, dans chacun de mes romans. Et maintenant que je l'ai remarqué, j'essaie de le mettre partout. Voilà. Mais c'est bien vu, hein.